L'air dans le vestiaire était épais, chargé de l'odeur du béton humide, de la sueur et des boissons énergétiques bon marché. C'était un espace temporaire, un bunker de stockage reconverti sur une base opérationnelle avancée où les luxes comme l'intimité étaient rationnés selon le grade et la nécessité. Pour le Master Chief Evelyn Thorne, c'était simplement un endroit pour passer d'un état à un autre. Elle bougeait avec une économie de mouvement presque troublante, son uniforme se pliant en carré parfaitement net avant d'être rangé dans son sac. Elle avait 48 ans, avec des rides gravées autour des yeux qui parlaient de soleil et de pression, et un calme qui était souvent confondu avec de la timidité. Le silence fut rompu par le cliquetis de l'équipement et le rire fort et suffisant de 3 soldats qui venaient d'entrer. Le sergent Rex Vance, surnommé Gator pour un sourire qui n'était que dents et sans chaleur, menait le trio. Il était flanqué du spécialiste Cody Miller, un gamin nerveux appelé Rook, et du spécialiste Léo Diaz, dont le surnom Mout était un euphémisme. Ils étaient jeunes, forts et marinés dans l'arrogance du temps de paix d'une unité qui avait vu plus de simulation que de déploiement. « Regardez ce qu'on a là, les gars !» Thorne avance, sa voix résonnant contre les murs de béton. Il poussa Diaz du coude, désignant Thorne d'un mouvement du menton. Grand-mère joue encore à se déguiser. Thorne ne leva pas les yeux. Elle continua à lasser ses bottes, chaque traction du lacet précise, chaque nœud parfait. Sa concentration était absolue, une habitude gravée en elle par 2 décennies de travail où une sangle desserrée ou un contrôle oublié pouvait faire la différence entre une mission propre et un drapeau plié. « Et, je te parle !» dit Vance, sont en passant de la moquerie à l'irritation. Il s'approcha, son ombre tombant sur elle. « Qu'est-ce qu'il y a? Le commandement t'a encore collé à l'inventaire? Je parie que tu es vraiment utile pour compter les bandages. » Miller ricana. C'est probablement à cause d'elle qu'on est toujours à court de Motrin. Les vieux os, tu sais. Thorne finit sa 2e botte et se leva lentement. Elle n'était pas grande, mais sa posture était immaculée, une présence solide et centrée. Elle croisa le regard de Vance pour la première fois. Ses yeux étaient d'un gris plat et calme, dépourvus de peur ou de colère. Ils observaient simplement, enregistraient. « Vous avez une question, sergent ?» demanda-t-elle. Sa voix était basse, stable, sans inflexion. L'absence de réaction semblait exaspérer Vance encore plus que n'importe quelle réplique criée aurait pu le faire. Il était habitué à provoquer une réponse, à être le centre de gravité de n'importe quelle pièce. Son calme était un déni de son pouvoir. « Ouais, j'ai une question », cracha-t-il, s'avançant directement dans son espace personnel. Les 2 autres s'écartèrent en éventail, créant un demi-cercle lâche et intimidant. Ma question c'est, qu'est-ce qu'une relique inutile comme toi fait à occuper une place que quelqu'un d'utile pourrait avoir? C'est une unité d'opérateur. On est la pointe de la lance. Toi, t'es la rouille sur le manche. Le regard de Thorne vacilla une fraction de seconde vers la seule caméra de sécurité montée en hauteur dans le coin de la pièce. Sa petite lumière rouge était un témoin silencieux et clignotant. Puis ses yeux revinrent sur Vance. « Votre évaluation est notée, » dit-elle, sa voix toujours parfaitement égale. Elle fit un léger mouvement pour le contourner et récupérer son sac. Vance la bloqua, plantant ses pieds. « Notez, c'est tout ce que t'as? Aucune combativité en toi? Je le savais. Il laisse n'importe qui porter l'uniforme de nos jours. » Il la poussa à l'épaule. C'était une poussée forte et délibérée, destinée à la déséquilibrer. Thorne absorba l'impact sans trébucher, son centre solide comme un pilier de roc. Elle ne riposta pas. Elle ne se prépara même pas. Elle encaissa simplement le coup. Cette absorption silencieuse de son agression fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase de l'ego fragile de Vance. Inutile, gronda-t-il, son visage se tordant de rage. Il se jeta sur elle, non pas avec un coup de poing, mais avec quelque chose de plus intime, de plus dominant. Ses mains se refermèrent autour de sa gorge. Miller et Diaz bougèrent sur place, leur sourire narquois s'effaçant pour laisser place à des regards d'alarme légère. C'était aller plus loin qu'il ne l'avait prévu. La pression sur sa trachée fut immédiate et constrictive. Pour une personne normale, cela aurait induit la panique. Pour Thorne, c'était un point de données, un problème tactique avec une solution claire. Son esprit n'enregistra pas la peur. Il enregistra les angles, le levier et la quantité précise de force requise pour une correction. Sa main gauche se leva, non pas pour griffer ses mains, mais pour envelopper l'arrière de son cou droit. Sa main droite trouva le point de pression sur son poignet. Ce n'était pas une frappe, c'était un placement.
Avec un pivot à peine perceptible de ses hanches et un léger tour de ses épaules, elle redirigea son élan vers l'avant. Vance était fort, mais sa force était linéaire, entièrement engagée dans l'étranglement. Elle utilisa cet engagement contre lui. Il se retrouva tiré vers l'avant et vers le bas, son équilibre perdu. Sa prise sur sa gorge se relâcha alors que la mécanique de son propre corps le trahissait. Dans le même mouvement fluide, Thorne recula, guidant sa silhouette maintenant déséquilibrée au-delà d'elle. Son élan le porta, trébuchant dans le casier derrière elle. Il le heurta avec un claquement sonore, plus surpris que blessé. Toute la séquence avait pris moins de 2 secondes. Il n'y avait eu aucune fioriture, aucun cri d'arts martiaux, juste l'efficacité silencieuse et brutale de la physique appliquée. Vance se retourna, son visage rouge d'humiliation et de fureur. Diaz et Miller étaient figés, la mâchoire pendante. Ils avaient vu ce qui s'était passé, mais ils ne pouvaient pas vraiment traiter la vitesse et la facilité de l'action. Thorne se tenait là où elle avait été, sa respiration inchangée. Elle ajusta le col de sa chemise, un petit mouvement précis. Puis elle ramassa son sac, le mit sur une épaule et marcha vers la sortie. Elle ne regarda pas en arrière. Elle ne dit pas un mot. La porte se referma en sifflant derrière elle, laissant les 3 hommes dans un silence stupéfait et résonnant, l'odeur de leur propre bravade tournant au aigre dans l'air. Elle traversa les couloirs de la base, sa foule régulière et mesurée. L'adrénaline qui aurait dû couler dans ses veines était plutôt un courant froid, éclair de concentration. Elle sentait les regards des autres sur elle, des gens qui avaient entendu l'agitation, mais son visage était un masque de neutralité professionnelle. Elle n'était pas une victime cherchant de la sympathie. Elle était un opérateur système identifiant un défaut. Ses quartiers étaient petits, spartans et méticuleusement organisés. Une couchette simple, un bureau métallique, une chaise. Elle posa son sac sur le sol, sortit un ordinateur portable durci et s'assit. Sa première action ne fut pas de déposer une plainte ou d'appeler un supérieur. Ce fut d'ouvrir un fichier de journal sécurisé. Le curseur clignotait sur une page blanche. Elle commença à taper. Son rapport était clinique, dépouillé de toute émotion. 1642 Zulu, entrée dans l'installation de changement B7. 1645 Zulu, le sergent Vancer, le spécialiste Miller C, le spécialiste Diaz sont entrés. 1647 Zulu, confrontation verbale initiée par le sergent Vance. Sujet, mon aptitude perçue au service. 1649 Zulu, contact physique initié par le sergent Vance. Une poussée centre de masse. 1650 Zulu, contact physique intensifié. Le sergent Vance appliquait un étranglement frontal à 2 mains. 1650 Zulu, menace neutralisée via force minimale, contrôle articulaire et manœuvre de déséquilibre. L'élan du sujet redirigé vers le casier banque 12. 1651 Zulu, sortie de l'installation. Elle fit une pause, relisant les 5 lignes. C'était précis. C'était suffisant. Ensuite, elle accéda au réseau interne de la base, naviguant vers les schémas de l'infrastructure de sécurité. Elle localisa la caméra dans le vestiaire B7. Elle vérifia son journal opérationnel, en ligne, enregistrement continu, flux vers le serveur central. Bon, la preuve existait. Elle était taureaudatée. Elle était sécurisée. Elle ouvrit ensuite le code uniforme de justice militaire, spécifiquement l'article 128, agression, et l'article 134, article général, qui couvrait les désordres et négligences au préjudice du bon ordre et de la discipline. Elle surlignait les passages pertinents, les sauvegardant dans un fichier séparé. Elle construisait un dossier, non pas par désir de vengeance, mais par sens de la nécessité systémique. Un dysfonctionnement dans une machine doit être documenté et corrigé avant qu'il ne cause une défaillance catastrophique. Le sergent Vance était un dysfonctionnement. La documentation terminée, elle se leva et se dirigea vers un petit coffre au pied de sa couchette. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, niché parmi des vêtements soigneusement pliés, se trouvait un seul objet lourd enveloppé dans un tissu huilé. Elle le déballa soigneusement. C'était un détendeur de plongée, un modèle vieux de plusieurs décennies, mais maintenu à un standard au-delà des spécifications militaires. C'était une relique d'une autre vie, d'une autre unité. Elle commença à le démonter avec des mouvements pratiqués et délibérés, le sifflement de la dépressurisation, le clic des outils, le doux raclement du métal sur le métal. C'était un rituel, une façon de réinitialiser ses propres mécanismes internes. Alors qu'elle travaillait, ses doigts effleurèrent un petit emblème terni également dans la boîte.
C'était un phénix s'élevant des flammes, ses ailes formant la forme d'un réseau d'antennes. Autour, l'inscription latine « Asteris fides in antenne astérisque foi dans les antennes ». C'était l'insigne d'une unité qui officiellement n'existait plus. Un fantôme dans la machine des opérations spéciales, une unité qui s'était spécialisée dans l'impossible, loin derrière les lignes ennemies, où la survie dépendait non pas de la force brute, mais de la précision absolument froide. Elle polit l'emblème avec son pouce, son expression illisible, avant de le poser de côté et de continuer son travail. Le processus méthodique de restauration de l'ordre de la machine dans ses mains était un miroir du processus qu'elle venait d'initier pour l'unité autour d'elle. Le lendemain matin, les rumeurs se propageaient déjà comme un virus à travers l'écosystème de la base. L'histoire, telle que racontée par Vance et son équipe, était un chef-d'œuvre de fiction égocentrique. Il dépeignait Thorne comme une femme instable et ménopausée qui avait craqué sous la pression. Dans leur version, elle avait initié la confrontation, se mettant en rage à cause d'une blague inoffensive. Il prétendait qu'elle avait attaqué Vance et qu'il s'était simplement défendu, la repoussant. Thorne entendit les chuchotements dans le mess. Elle vit les regards en coin, les sourires narquois de ceux qui achaient l'histoire et les regards de confusion de ceux qui connaissaient son professionnalisme tranquille. Elle ignora tout cela. Elle mangea son petit déjeuner, concentrée sur la nourriture devant elle, une petite île de calme dans une mer de spéculation. Vance, enhardi par le récit qu'il tissait avec succès, décida de presser son avantage. Lui, Miller et Diaz, ayant l'air de victimes lésées, marchèrent dans le bureau administratif du lieutenant-commandant Alex Calloway. Calloway était un jeune officier strict sur les règles, un homme qui croyait en la procédure et à la paperasse avant tout. « Commandant, nous devons déposer une plainte formelle, » dit Vance, sa voix teintée de sincérité fabriquée, contre le Master Chief Thorne. Calloway leva les yeux de son écran, son expression neutre. Énoncer la nature de la plainte, sergent. Vance se lança dans son récit répété. Il décrivit la prétendue agression non provoquée de Thorne, son comportement erratique et son explosion violente. Il se dépeignit comme un pacificateur, un sous-officier supérieur essayant de désamorcer une situation avec une subordonnée manifestement inapte au service. Miller et Diaz acquiescèrent, ajoutant des détails corroborant aussi faux que l'histoire principale. « C'est un danger pour l'unité, monsieur », conclut Vance, son visage un masque de préoccupation. « Nous sommes inquiets pour la sécurité opérationnelle. Si elle craque comme ça ici, qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Calloway écouta patiemment, tapant des notes dans un nouveau fichier de rapport. Son visage ne trahissait rien. Il était une créature de procédure. Une accusation était une entrée qui nécessitait un ensemble spécifique d'étapes de traitement. « Je vois, » dit-il quand Vance finit. « Vos déclarations ont été enregistrées. Le Master Chief Thorne sera notifié et une enquête sera ouverte. Vous êtes tous renvoyés. » Les 3 soldats partirent, une démarche triomphante dans leurs pas. Ils avaient transformé leur agression en arme, utilisant le système même conçu pour protéger les soldats comme un outil pour écraser celles qu'ils avaient lésées. Ils pensaient avoir gagné. Ils n'avaient pas compris que pour des hommes comme Calloway, la procédure était une épée à double tranchant. Et pour une femme comme Thorne, c'était un scalpel finement aiguisé. Plus tard ce jour-là, Thorne fut officiellement notifié de la plainte. Elle lut le résumé sur la tablette que Calloway lui tendit, son expression ne changeant pas. « Avez-vous une réponse, Master Chief ?» demanda Calloway, l'observant attentivement. « Je l'ai, » répondit-elle. Elle rendit la tablette. « Ma déclaration complète a été déposée à 1710 Zulu hier. Rapport numéro 7-3-4 alpha. Il contient tous les faits pertinents. » Calloway cligna des yeux. Il n'avait pas vu de rapport d'elle. Il vérifia son système. Il était là, soumis des heures avant que Vance et ses acolytes n'aient même concocté leur histoire. Un simple rapport de 5 lignes, froid, factuel et totalement dépourvu des accusations dramatiques de la plainte qu'il venait de prendre. La divergence était un feu rouge clignotant sur son tableau de bord procédural. L'un de ses rapports était faux. Son travail était de déterminer lequel. « Merci, Master Chief, » dit-il, son ton changeant légèrement. Il avait maintenant 2 entrées contradictoires. La prochaine étape de son processus était de chercher une vérification indépendante. Ce sera tout pour l'instant. Thorne fit un léger signe de tête et partit. Elle ne s'était pas défendue. Elle n'avait pas argumenté. Elle avait simplement pointé vers le dossier.
Elle faisait confiance au système pour fonctionner. Et s'il ne fonctionnait pas, elle deviendrait le système. Le point de bascule arriva 2 jours plus tard, non pas dans un bureau ou une audience, mais dans les confins stériles et résonnants de l'installation d'entraînement de plongée profond de la base. C'était une piscine massive fermée de 20 mètres de profondeur, remplie d'eau chlorée et d'un réseau complexe de tuyaux, tunnels et obstacles simulés conçus pour reproduire les défis de l'infiltration et du sabotage sous-marin. Une qualification obligatoire à l'échelle de l'unité était en cours, supervisée par le légendaire Master Gunnery Sergent Torres, un homme qui plongeait depuis avant la naissance de la plupart des soldats. La tâche était complexe. Un parcours de navigation immergé à faible visibilité, suivi du désarmement d'une mine d'entraînement scellée magnétiquement, et enfin la récupération d'un objectif lesté d'un compartiment confiné et inondé. Cela exigeait compétence, discipline et surtout un contrôle absolu de sa respiration et de ses nerfs. L'équipe de Vance passa en premier. Leur entrée dans l'eau fut bâclée, pleine de bravade et d'énergie gaspillée. Sous l'eau, leur performance fut pire. Diaz, la bouche, paniqua dans les confins sombres d'un tunnel, son rythme respiratoire grimpant en flèche, le forçant à remonter tôt. Miller lutta avec la mine, ses mouvements maladroits et inefficaces. Vance, essayant de compenser par la force brute, réussit à terminer le parcours, mais son temps était médiocre et sa consommation d'air était dangereusement élevée. Il remonta à la surface, arrachant son masque et blâmant l'équipement, la température de l'eau et l'incompétence de Diaz. Torres observait depuis la cabine de contrôle, son visage sombre. Il prit quelques notes sur une tablette. Incontrôlé, inefficace, un handicap, marmonna-t-il. Puis ce fut le tour de Thorne. Elle était la dernière à passer. Alors qu'elle marchait vers le bord de la piscine dans son équipement de plongée, quelques ricanements ondulèrent à travers la galerie de soldats attendant leur tour. Les rumeurs sur son instabilité avaient projeté une longue ombre. Elle entra dans l'eau avec une grâce silencieuse et contrôlée, créant à peine une éclaboussure. Elle disparut sous la surface et pendant un moment, ce fut comme si l'eau l'avait simplement avalée entière. Sur les moniteurs de la cabine de contrôle, qui montrait sa progression via une caméra à faible luminosité sur son casque, la différence était à couper le souffle. Là où l'équipe de Vance avait été une étude du mouvement chaotique, Thorne était un modèle de dynamique des fluides. Ses mouvements étaient minimaux, précis et délibérés. Elle ne nageait pas à travers l'eau. Elle coulait avec elle. Sa respiration était si stable, si contrôlée que les bulles qu'elle libérait étaient petites, rythmiques et peu fréquentes. Torres se pencha plus près de l'écran, les yeux écarquillés. Il avait vu des milliers de plongeurs dans sa carrière, des nageurs de combat d'élite aux recrues brutes. Il n'avait jamais rien vu de tel. Elle navigua dans le réseau de tunnels sans hésitation, son corps s'adaptant aux espaces restreints avec une aisance innée et pratiquée. Elle arriva à la mine d'entraînement. Miller avait tâtonné avec elle pendant près de 3 minutes. Thorne l'approcha, ses mains bougeant avec le calme et la précision d'un chirurgien. Elle localisa les sauts magnétiques, manipula le mécanisme de verrouillage et neutralisa le dispositif en 47 secondes. Torres lâcha un sifflement bas. Elle passa à l'objectif final, le compartiment confiné et inondé. C'était la partie la plus difficile, conçue pour induire la claustrophobie. L'entrée était un puits vertical étroit. Thorne inversa son corps et se tira vers le bas dans l'obscurité, ses mouvements détendus et confiants. À l'intérieur du compartiment, elle localisa l'objectif, le sécurisa à son harnais et commença sa sortie. Il n'y avait aucun signe de stress, aucune augmentation de son rythme respiratoire. C'était comme si elle faisait une promenade dans un parc. Elle refit surface à l'extrémité de la piscine, l'objectif en main. Elle avait terminé l'ensemble du parcours en moins de la moitié du temps du meilleur plongeur suivant, et elle avait utilisé moins d'un quart de l'air de son réservoir. Elle nagea vers l'échelle, grimpa et commença à retirer méthodiquement son équipement. Un silence profond était tombé sur l'installation. Les ricanements avaient disparu, remplacés par des regards de choc pur et sans mélange. Les soldats venaient de témoigner d'un niveau de maîtrise qui ne savait pas exister. Ce n'était pas juste bon. C'était parfait. C'était une performance si loin au-delà des standards établis qu'elle brisait fondamentalement leur compréhension de ce qui était possible. Vance, Miller et Diaz observaient depuis les lignes de côté, leurs visages pâles. Le récit qu'ils avaient si soigneusement construit d'une vieille femme instable et incompétente venait d'être oblitéré par une démonstration indéniable et irréfutable de compétences d'élite. Ils l'avaient appelée inutile.
Il venait de la regarder performer à un niveau qu'il ne pouvait même pas comprendre, encore moins atteindre. La culture de la salle commença à changer là, dans l'air humide et chloré. La fondation de leur moquerie s'était transformée en poussière. Les ondulations de la performance de Thorne dans le bassin de plongée se propagèrent rapidement. Master Gunry Sergent Torres, un homme qui n'était pas porté sur l'hyperbole, marcha personnellement avec les données télémétriques et la vidéo de sa plongée au bureau du lieutenant-commandant Calloway. « Commandant !» dit Torres en posant une tablette sur le bureau. Il ne s'assit pas. « Vous devez voir ça. » Calloway regarda les images. Il vit la même chose que tous les autres avaient vu, un niveau de compétence aquatique qui ressemblait moins à de l'entraînement qu'à de l'art. Il croisa les données de performance avec le dossier officiel de Thorne. Il la listait comme spécialiste en logistique et approvisionnement. Les pièces ne concordaient pas. La femme dans cette vidéo n'était pas une gratte-papier. Elle était une maîtresse d'une compétence hautement spécialisée et périssable. Son dossier dit qu'elle a passé la majeure partie de sa carrière dans des dépôts d'approvisionnement. Dit Calloway, plus pour lui-même que pour Torres. Torres grogna. « Monsieur, avec tout le respect, le seul dépôt d'approvisionnement que cette femme a vu est celui qu'elle a traversé à la nage pour placer une charge sur un sous-marin ennemi. Ce dossier est un mensonge, une histoire de couverture, et une sacrément bonne, jusqu'à ce que vous voyiez quelque chose comme ça. » La divergence était maintenant un gouffre. D'un côté, une plainte formelle de 3 soldats respectés accusant un Master Chief d'être instable et incompétente. De l'autre, une démonstration irréfutable de compétences d'élite soutenue par la parole d'un homme comme Torres. Et au milieu, le propre rapport sobre de 5 lignes de Thorne. L'esprit procédural de Calloway passa à la vitesse supérieure. L'arbitre le plus fiable de rapports contradictoires était des données objectives de tiers. Il tapa une courte demande formelle dans son terminal, citant l'enquête en cours, astérisque demande vidéo de sécurité complète non éditée du vestiaire B7. Horodatage 1640Z à 1700Z. Date spécifiée. L'autorisation revint en quelques minutes. Le fichier se téléchargea. Calloway baissa les lumières de son bureau et appuya sur lecture. La vidéo était granuleuse, filmée sous un angle élevé, mais l'audio était suffisamment clair. Il vit Thorne pliant ses vêtements. Il vit Vance, Miller et Diaz entrer. Il entendit leur raillerie, leur moquerie. Il vit la posture calme et non réactive de Thorne. Il regarda alors que Vance la poussait. Il la vit l'absorber. Et puis il vit l'étranglement. Il vit les mains de Vance aller à sa gorge et il sentit un effroi de colère se former dans son estomac. Il regarda sa redirection parfaite à force minimale. Il vit Vance trébucher dans les casiers. Il vit Thorne, son sang-froid absolu, simplement se tourner et partir. Il rembobina les images et les regarda à nouveau. Puis une 3e fois. La preuve était absolue. Elle était inattaquable. Le sergent Vance avait commis une agression criminelle. Ces 2 spécialistes s'étaient tenus là et n'avaient rien fait, faisant d'eux des complices. Et puis tous les 3 avaient conspiré pour déposer un faux rapport officiel pour couvrir leurs crimes et détruire la carrière de leur victime. La colère de Calloway était froide et aiguë. Ce n'était pas juste une simple agression. C'était une corruption profonde de la chaîne de commandement et une trahison de la confiance qui liait l'unité ensemble. Il prit sa tablette, attacha le fichier vidéo, les 2 rapports contradictoires et les données de Torres. Il écrivit une courte note de couverture formelle et l'adressa au commandant de la base, le capitaine Marcus Thorne. Il se leva, redressa son uniforme et marcha avec détermination vers le bâtiment de commandement. Le temps de l'enquête silencieuse était terminé. Le temps de la correction avait commencé. L'audience fut convoquée non pas dans une salle d'audience, mais dans la salle de briefing formelle du capitaine. L'espace était stérile et froid, dominé par une grande table en acajou. Le capitaine Thorne était assis en bout de table, son visage un masque impassible. C'était un homme juste, mais sa justice avait été forgée dans le creuset impitoyable de la responsabilité du commandement. Le lieutenant-commandant Calloway était assis à sa droite, une pile de tablettes devant lui. Master Chief Thorne était assis d'un côté de la table, le dos parfaitement droit, les mains reposant calmement sur ses genoux. De l'autre côté, le sergent Vance, le spécialiste Miller et le spécialiste Diaz étaient assis voûtés, leur arrogance précédente remplacée par une énergie maussade et nerveuse. Ils avaient été convoqués sans explication, et la gravité de la pièce commençait à les étouffer. « Ceci est un mât de capitaine », commença le capitaine Thorne, sa voix basse et résonnante,
remplissant la pièce silencieuse. Une audience non judiciaire pour traiter une affaire d'inconduite grave. Les procédures seront formelles et directes. Il fit un signe de tête à Callaway. Commandant, présentez les conclusions. Callaway se leva. Monsieur, à la date en question, mon bureau a reçu une plainte formelle déposée par le sergent Vance, le spécialiste Miller et le spécialiste Diaz. La plainte alléguait une agression non provoquée et un comportement erratique de la part du Master Chief Thorne. Il fit une pause, laissant les mots flotter dans l'air. La plainte s'est avérée matériellement fausse. Il activa le grand écran de visualisation sur le mur. Les images granuleuses du vestiaire baissaient remplir l'écran. Il n'y avait pas de son, mais aucun n'était nécessaire. Le film silencieux de leur raillerie, de la poussée, de l'étranglement et de la réponse impossiblement calme de Thorne se déroula sous les yeux de tous. Le visage de Vance devint blanc. Miller sembla rétrécir dans sa chaise. Diaz fixait le sol. Les preuves vidéo sont concluantes, déclara Callaway d'un ton neutre. Elles montrent le sergent Vance commettant une agression non provoquée et aggravée. Elles montrent les spécialistes Miller et Diaz ne parvenant pas à intervenir. Elles prouvent que leur déclaration sous serment ultérieure était une fabrication délibérée destinée à induire ce commandement en erreur et à pervertir le cours de la justice. Il lança ensuite l'audio de la caméra, et la pièce se remplit de leurs voix railleuses, leurs insultes, leurs vantardises vides. Le contraste entre leur agression bruyante et le calme composé de Thorne était dévastateur. Le capitaine Thorne regarda les trois soldats. Son regard était comme un poids physique. « Sergent Vance, dit-il, sa voix dangereusement douce. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? » Vance ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il regarda de l'écran au capitaine, ses yeux écarquillés de panique. Toute la fondation de sa réalité avait été retirée sous ses pieds. Il avait été si sûr de son propre pouvoir, si certain de sa faiblesse à elle. « C'était un malentendu, monsieur, balbutia-t-il. Un malentendu, répéta le capitaine, sa voix dégoulinant de glace. Vous ne comprenez pas la différence entre vos mains et la gorge d'un Master Chief? Vous ne comprenez pas la différence entre une déclaration sous serment et un mensonge? Il tourna son attention vers Master Chief Thorne. Master Chief, votre rapport déposé 1 heure après l'incident contenait 5 lignes de faits et aucune accusation. Pourquoi? Thorne croisa son regard directement. La correction est l'objectif, monsieur, pas la punition. J'ai documenté une défaillance du système. Le système la corrige maintenant. Sa réponse, si calme et procédurale, sembla atterrir avec plus de force que n'importe quelle explosion de colère n'aurait pu le faire. Elle recadrait tout l'événement. Elle n'était pas une victime. Elle était une diagnosticienne. Le capitaine hocha lentement la tête, une lueur de profond respect dans ses yeux. Il prit une tablette. « J'ai également examiné votre performance dans le bassin de plongée hier, Master Chief. Et à la lumière de cela, j'ai pris la liberté de déceler votre véritable dossier de service. » Il regarda en arrière vers Vance, Miller et Diaz. La dernière bombe silencieuse était sur le point de tomber. « La femme que vous avez appelée une relique inutile, » dit le capitaine, sa voix calme et portant la force d'un coup de marteau, et le commande Master Chief Evelyn Thorne à la retraite. 20 ans de service actif dans le naval spécial Warfare Development Group. Elle a été réactivée sous une directive spéciale titre 10 pour servir de conseillère technique pour notre nouveau programme d'intégration C4I. Son dossier liste plus de 200 missions d'action directe réussies. La raison pour laquelle elle est silencieuse est qu'elle n'a rien à prouver. La raison pour laquelle elle est calme est que comparé à ce qu'elle a vu et fait, vous n'êtes rien de plus que des enfants bruyants et indisciplinés. Le silence dans la pièce était absolu. Vance avait l'air d'avoir été physiquement frappé. Il avait agressé une légende vivante. Il avait essayé d'étrangler un fantôme. La voix du capitaine devint dure, formelle. « Sergent Vance, vous êtes reconnu coupable d'agression, de fausses déclarations officielles et de conduite indigne. Vous êtes par la présente réduit au rang de soldat. Vous serez retiré de cette unité et transféré à un bataillon disciplinaire en attendant d'autres actions. Spécialistes Miller et Diaz, vous êtes reconnus coupables de manquement à l'obligation d'agir et de fausses déclarations officielles. Vous êtes tous deux réduits au rang de soldats de première classe et recevrez 60 jours de service supplémentaire et de restrictions. Ce commandement a une tolérance zéro pour les prédateurs dans ses rangs. Hope. » Les 3 hommes, dépouillés de leur rang et de leur fierté, sortirent en trébuchant de la pièce,
leur carrière en ruine. La correction fut rapide, brutale et juste. La correction publique vint le lendemain. L'unité entière fut appelée à un rassemblement sur le terrain de parade principal. Le soleil était chaud, l'air immobile. Le capitaine Thorne se tenait devant eux, avec Master Chief Thorne debout au repos à quelques pas derrière lui. Il ne mâcha pas ses mots. Il raconta l'incident, l'enquête et les résultats du mal du capitaine sans nommer les coupables. Que ce soit clair, dit-il, sa voix portant à travers les rangs silencieux. Cette unité est une famille, mais dans chaque famille, les standards doivent être appliqués. Nous ne nous en prenons pas aux nôtres. Nous ne confondons pas compétence silencieuse avec faiblesse. Nous ne tolérons pas les intimidateurs et nous ne tolérons pas les menteurs. Le standard est l'excellence. Le standard est l'honneur. Quiconque ne peut pas atteindre ce standard sera retiré. Il fit une pause, laissant le message s'imprégner. Regardez Master Chief Thorne. Elle représente l'idéal professionnel, silencieux auquel chacun d'entre vous devrait aspirer. Apprenez de son exemple. Ce fut une réhabilitation publique sans équivoque. Plus tard ce jour-là, dans le calme feutré du petit atelier de la base, Master Gunry Sergent Torres s'approcha de Thorne. Il ne dit rien. Il tendit simplement sa main. Dans sa paume se trouvait un petit patch d'unité fraîchement frappé. C'était un cercle noir, et au centre se trouvait un phénix argenté, ses ailes formées comme des antennes s'élevant d'un lit de parasites. C'était le même emblème de son coffre, mais propre et neuf, un insigne restauré. Thorne regarda le patch, puis dans les yeux du vieux plongeur. Elle le prit et fit un léger signe de tête formelle. C'étaient des excuses, une reconnaissance et une offre de profond respect. Tout cela effectué sans un seul mot. L'échange fut un rituel silencieux, un passage d'honneur d'un vieux guerrier à un autre. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère sur la base changea. Les soldats qui avaient autrefois ricané à son égard détournaient maintenant les yeux ou offraient un rapide hochement de tête respectueux. Ils lui laissaient un large espace, non par peur, mais par une crainte profonde et humiliante. Ils avaient été en présence de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, et ils avaient été jugés par cela. La personne la plus silencieuse de la base était devenue son nouveau centre de gravité. L'histoire se conclut dans la lueur faible et bourdonnante du centre des opérations une semaine plus tard. La crise était terminée. Le parasitage bruyant et corrosif de l'incident s'était estompé. Master Chief Thorne se tenait devant une grande carte holographique de leur zone d'opération, son attention déjà concentrée sur un nouveau problème, un modèle complexe d'interférence de signal sur la frontière est. La pièce était silencieuse, la culture subtilement mais définitivement recalibrée. Le lieutenant-commandant Calloway s'approcha, s'arrêtant à côté d'elle. Il ne parla pas pendant un moment, observant simplement l'affichage tactique avec elle. Les ordres de transfert pour les 3 soldats sont passés ce matin, dit-il calmement. La paperasse est close. Thorne ne détacha pas les yeux de la carte. Une nouvelle mission se chargeait déjà. Le passé était un dossier fermé. Elle fit un seul hochement de tête presque imperceptible. Elle ouvrit sa propre entrée de journal final sur un terminal à proximité, un suivi de son rapport initial de 5 lignes. Elle tapa une courte phrase déclarative. Correction accomplie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cohésion Interne pour plus d'histoires inspirantes de femmes, soldats et vétérans qui ont marqué l'histoire militaire par leur courage, leur compétence et leur professionnalisme exceptionnel. Chaque histoire que nous partageons est un hommage à ces guerrières silencieuses dont la force réside non dans le bruit, mais dans l'excellence absolue.